Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage pour Horreur à Arkham, le JCE. Aujourd'hui, on continue les vidéos de présentation des investigateurs. On retourne, après les deux versions d'Agatha Crane, on retourne au déroulement normal des classes, et aujourd'hui on va voir Michael McGlynn, le gangster, le truand de cette boîte. Alors, Michael McGlynn. Ah oui, et au passage, j'ai pas pensé à vérifier, mais je suis quasi sûr. Je suis quasiment sûr qu'il y a eu une version de cet investigateur dans le deuxième cycle des investigateurs fan-made. Voilà. Alors, je l'ai déjà mentionné, moi les investigateurs fan-made, j'ai ceux des 2 premiers cycles, ou peut-être même des 3 premiers cycles, je sais plus, mais je les ai à peu près jamais joués pour une raison toute simple. Ils sont pas dans le constructeur de deck d'ArkhamDB. Ça veut dire que je peux pas faire leur liste de decks sur ArkhamDB. Il faudrait que je cherche, que j'utilise ArkhamDB pour chercher les cartes auxquelles ils ont droit, puis noter sur, je sais pas, une feuille ou dans un fichier LibreOffice les cartes que je veux mettre dedans, calculer d'un côté l'XP, puis... enfin bref, me compliquer la tâche, et donc au final, je les ai jamais joués. Et d'ailleurs, pour le premier cycle, j'ai fait des vidéos sur ces investigateurs, et j'ai pas fait pour le deuxième. Bref, on revient au cœur du sujet. Michael McGlynn, le gangster, 3 de volonté, 1 d'intelligence, 5 de force, 3 d'agilité, 9 points de vie, 5 points de santé mentale, trait criminel et chasseur. Réaction, après que vous avez dépensé au moins une munition d'un soutien arme à feu, gagnez une ressource, limite d'une fois par round par soutien arme à feu. Signe des anciens plus 2, vous avez le droit de placer une munition sur un soutien arme à feu que vous contrôlez. Taille du deck 30 cartes, construction du deck carte truand de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5, carte de niveau 0 à 5 ayant le terme arme à feu en tant que trait ou indiqué dans leur boîte de texte, et exigence de deck, étui à violon, confiscation et une faiblesse de base au hasard. Alors, par quoi commençons-nous ? Ses caractéristiques, alors, un truand avec 3 de volonté, c'est rare, 1 d'intelligence, ça c'est moche, 5 de force, 3 d'agilité, il a un profil de combattant, 9 points de vie, 5 points de santé mentale, c'est un profil pas surprenant pour un combattant, 3 de volonté, 5 de santé mentale, alors c'est pas génial, mais c'est une meilleure combinaison que d'autres truands. On est visiblement incité à jouer un deck arme à feu. Que dire ? Alors, il a accès, ça c'est un truc intéressant, cartes ayant le terme arme à feu en tant que trait ou indiqué dans leur boîte de texte. Ça, je pense que cette formulation, c'est lié à la façon dont c'était marqué pour Alessandra Zorzi. Tiens, tant que j'y pense, je vais aller vérifier la formulation exacte. Sur Alessandra Zorzi, il y avait marqué carte. Alors là, il y a une erreur. Je vais prendre la version originale. Carte with parler. Donc, Alessandra Zorzi, on te dit, tu peux inclure dans ton deck les cartes qui ont discussion. Et voilà. Clarification de février 2024, tu peux mettre une carte dans son deck s'il y a le mot parler imprimé sur la carte. Donc n'importe quel mot, quand on joue en version française, n'importe quelle carte sur laquelle il y a marqué discuter, discussion, voilà, toutes les formes conjuguées, tu peux l'inclure. Et là, ils ont bien précisé. Alors là ils précisent clairement le trait, mais aussi indiqué dans leur boîte de texte. Donc à partir du moment où dans le texte d'une carte il y a marqué quand vous jouez une arme à feu, après avoir activé une arme à feu,
après avoir défaussé une arme à feu, après avoir utilisé une arme à feu, si vous contrôlez une arme à feu, toutes ces cartes-là, vous avez le droit de les mettre dans votre deck. Donc voilà, il peut mettre toutes les armes à feu dans son deck, il peut mettre dans son deck toutes les cartes qui interagissent avec les armes à feu, et il peut gagner une ressource par round et par arme à feu quand il les utilise. Alors à noter, dépenser au moins une munition, je sais pas si je le mentionnerai après, mais dépenser une munition d'une arme à feu, c'est pas forcément tirer. Si, je pense par exemple à tir de sommation, dépenser une munition d'une de vos armes à feu pour faire se déplacer les ennemis, ça active sa réaction. Donc voilà, un truand taillé pour le combat qui va a priori mettre des armes à feu dans son deck, et point important, cette réaction, limite d'une fois par round par soutien arme à feu, non seulement ça vous incite à jouer un deck arme à feu, mais ça vous incite à jouer un deck avec... téléphone. Donc ça vous incite à jouer un deck avec plusieurs types d'armes à feu. Voilà. Alors, les armes à feu, j'en ai compté 41, alors, je le mentionne pas à chaque fois, mais vu la façon dont est faite la base de données d'ArkhamDB, il y a des doublons pour les cartes qui sont dans la boîte de base et la boîte de base édition révisée. Enfin, les cartes qui sont sorties dans plusieurs packs sont comptées 2 fois. Toujours est-il, il a accès à beaucoup d'armes à feu, hein. Gardien, il y en a 2 différentes en survivant, il y en a plein en truand aussi, voilà. Les cartes... Ah, c'est vrai que j'ai oublié de charger les onglets. Les cartes qui ont armes à feu dans leur texte, il y en a un certain nombre, notamment en gardien, et aussi quelques-unes en truand. Un point sur lequel je reviendrai, sa capacité de gagner une ressource après avoir dépensé une munition, ça rappelle la capacité de la Thompson 45 de niveau 3 version gardien. Voilà. Les munitions dépensées depuis la Thompson 45 sont placées dans votre réserve de ressources en tant que ressources. Et il a accès à cette arme-là. Donc s'il tire avec la Thompson 45, il gagne 2 ressources. Voilà. Et en considérant tout ça, moi je trouve qu'il fait quand même pas mal penser à Tony Morgan. Tony Morgan, il a un permanent qui a des primes dessus. Et voilà, la réaction forcée. Après avoir vaincu un ennemi avec au moins une prime sur lui, déplacez ces primes vers votre réserve de ressources en tant que ressource. Il a 2 copies d'un pistolet qui fournit des primes en vainquant un ennemi. Donc le pistolet fournit des primes, les primes fournissent des ressources. Donc Tony Morgan avait déjà cette mécanique du en utilisant mes pistolets, je gagne des ressources. Tiens, j'avais pas pensé à ça, mais Tony Morgan, son signe des anciens, c'est mettez une prime sur les têtes mises à prix, prime qui plus tard donnera une ressource. Michael McGlenn, il a mettez une munition sur un soutien arme à feu, munition qui plus tard deviendra une ressource. Et moi, Tony Morgan, ma façon classique de le jouer, c'est Mauser C96 de niveau 2, j'attaque un ennemi. Voilà. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, soit vous redressez le Mauser, soit vous gagnez une ressource. En cas de réussite avec une différence de 4 ou plus, faites les deux à la place. Donc idéalement, mettons que j'affronte un ennemi qui a 4 points de vie, je lui ai mis une prime dessus. Première action de mon tour, je l'attaque au Mauser, je réussis de 2, ça me fournit une ressource. Ensuite, comme l'ennemi a plus que 2 points de vie, je l'attaque avec le Colt de Tony. Si cette attaque va un ennemi avec au moins une prime sur lui, placez une prime sur tête mise à prix, ok.
mais pour rappel, la prime m'a fourni une ressource. Donc en 2 actions, j'ai vaincu mon ennemi et j'ai gagné de ressources. Et ben, avec Michael Maglen, on peut faire quelque chose de similaire. Première action, j'attaque avec une arme à feu, je dépense une munition, donc ça me fournit une ressource. Deuxième action, j'attaque avec une autre arme à feu, ça me fournit une autre ressource. Voilà. Donc il y aura ce que je disais dans une des dernières vidéos, voilà, il y a des similitudes de plus en plus, on peut pas avoir à chaque fois quelque chose de 100% nouveau. Il y a des similitudes entre des investigateurs, et je pense qu'il y aura des similitudes entre Michael Maglen et Tony Morgan. Alors, les cartes signatures, l'étui à violon et confiscation. L'étui à violon, c'est un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoire, ce qui est, je trouve, gênant pour un truand. Bon, il y a pas mal d'icônes, ce qui peut être intéressant, potentiellement. Donc deck de Michael Maglen uniquement, vous avez 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens armes à feu. Réaction, après avoir joué l'étui à violon, cherchez un soutien arme à feu parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main. Mélangez votre deck. Alors, problème de l'emplacement, mais sinon cette carte-là, c'est un petit peu une bandoulière de niveau 2. Sans le bonus en volonté. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Ah si, je suis en train de... Je sais pas pourquoi j'ai oublié... Hop. Voilà, cherchez un soutien arme à feu parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Je pense que Michael Maglen, dans son deck, on mettra comme arme que des armes à feu. Et donc la réaction, c'est un peu un se préparer au pire. Voilà. Là, c'est on cherche un soutien arme. L'étui à violon, c'est spécifiquement arme à feu. Mais pour un deck Michael Maglen, ça ne fera sûrement aucune différence. Et oui, donc non seulement on a plus d'emplacements de main pour des soutiens armes à feu, ce qui veut dire que on peut cumuler une petite arme à une main pour les petits ennemis et une grosse arme à 2 mains pour les ennemis plus costauds. Mais on peut aussi se dire, maintenant que j'ai 4 emplacements de main, j'aligne 4 pistolets. Enfin, quand pistolet, oui, arme à une main, arme à feu une main. Or, pour rappel, la capacité de Michael Maglen fonctionne une fois par arme à feu. Donc si vous avez simplement une arme à feu à 2 mains, au maximum vous gagnez une ressource par round. Si vous avez 4 armes à feu à une main, maximum vous gagnez 4 ressources par round. Et je ne l'ai pas précisé, mais ça marche après n'importe quelle dépense, attaque ou pas, et quand c'est une attaque, que l'attaque soit réussie ou pas. Donc si vous avez assez d'actions, si vous avez un deck qui génère assez d'actions, ça peut être intéressant de se dire je cherche pas forcément à faire de grosses attaques, je cherche à faire plein d'attaques avec mes armes différentes. Alors, le problème de ça, c'est quand on rencontre des ennemis qui ont riposte, mais voilà, plutôt que de dire je dépense 5 XP pour une grosse arme à 2 mains, peut-être se dire je dépense 1 XP pour ce pistolet, 1 XP pour celui-là, 2 XP pour le troisième, encore 1 XP pour le quatrième, ça fait également 5 XP, mais je maximise ma réaction. Voilà. Alors, sa faiblesse. Confiscation. Une bévue, révélation, mélangez dans votre deck chaque soutien arme à feu de votre zone de jeu. Si aucun soutien n'a été mélangé dans votre deck par cet effet, subissez un dégât et remélangez confiscation dans votre deck. Alors il y a quelqu'un, c'est bizarre dans sa critique, le premier truc qui dit remélanger ça dans son deck, ça... Non, j'y reviendrai après. Alors première remarque, j'ai dit il y a des parallèles,
cette carte-là, je trouve, ressemble pas mal à Erreur de débutant de Tommy Muldoon. Erreur de débutant, ça vous dit défausser chaque soutien avec au moins un dégât ou une horreur dessus que vous contrôlez. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, mélangez Erreur de débutant dans votre deck. Tommy Muldoon, il est incité à faire un deck avec plein de soutiens qui encaissent pour lui. Et sa faiblesse dit chacun de tes soutiens qui est encaissé pour toi est défaussé. Il ne va pas être mélangé dans ton deck par ta capacité. Alors déjà tu le perds. Si t'avais un flic en patrouille de niveau 2 avec un dégât sur lui, tu le perds. Tu le défausses, tu le remélanges pas dans ton deck. Tu perds l'opportunité de gagner des ressources avec ta réaction. Voilà, je trouve que cette faiblesse est assez gênante. Et si elle ne fait rien, on la remélange dans le deck. Là, on a le même principe du si ça ne fait rien, tu le remélanges dans ton deck. Sauf que là en plus il y a le dégât. Et si par contre elle s'active, eh ben elle prive des soutiens qui font le cœur du deck. Sauf que là, les soutiens armes à feu, ils sont pas défaussés, ils sont remélangés dans la pioche. Donc qu'est-ce qui se passe si vous piochez votre faiblesse? Ben, vous êtes ralenti, vous aviez installé 1, 2, 3, 4... je pense qu'on peut même avoir 6 armes à feu en jeu simultanément. Tout ça s'est remélangé dans votre deck, et ben, entre guillemets, tout ce que vous avez à faire, c'est de les repiocher et de les rejouer. Et pour ça, eh ben, par exemple, vous avez se préparer au pire. Je suis en train de bugger. Je viens de me rendre compte, heureusement que j'ai pas attendu plus longtemps. En fait, non, je dis des bêtises. Je sais pas si je couperai ou pas la vidéo. J'ai pas trop de temps ce matin pour le montage. Non, en fait, justement, Michael Maglen ne peut pas avoir se préparer au pire. C'est pas une carte truand de niveau 0 à 3, et il n'y a pas marqué arme à feu dessus. Alors il pourrait utiliser l'effet de se préparer au pire grâce à étui à violon, mais il ne peut pas accéder à se préparer au pire. Par contre, il a accès au sac à dos niveau 0 ou niveau 2. Sac à dos de niveau 2, voilà, cherchez jusqu'à 3 cartes ravitaillement ou objet non faiblesse parmi les 12 cartes du dessus de votre deck. Si je reviens à mon exemple, 4 armes dans une pioche de 20 cartes, vous consultez les 12 premières cartes, vous les trouvez vos armes, enfin vous en trouvez au moins une, sauf si vous êtes vraiment très malchanceux. Petit problème, là je suis en train de regarder les onglets que j'ai, petit problème quand même, c'est que votre faiblesse, elle peut vous remonter plein d'armes en main. Or, pour gagner plein de ressources avec la capacité de Michael Maglen, il faudra... Je ralentis parce que je pense à d'autres trucs. Il faudra ensuite les rejouer. Ces armes-là, il faudra les repiocher puis les rejouer. Si votre principe c'est d'avoir en permanence 4 armes à feu différentes en jeu, eh ben il faudra repiocher les 4, rejouer les 4. Et vous n'avez pas non plus accès à toujours sur ses gardes. Alors, par contre, je disais, il y a des similitudes avec Tony Morgan. Tony Morgan, lui, il a accès à se préparer au pire, il a accès à toujours sur ses gardes de niveau 1. Donc, Tony Morgan, potentiellement, il peut, en une action, jouer, s'il a le 4e emplacement de main, les 3e et 4e, il peut jouer en une seule action ces 2 Colt et ces 2 Mauser. Michael ne pourra pas. Et ces 2 cartes-là, voilà, se préparer au pire et toujours sur ses gardes, typiquement dans tous mes decks de gardiens combattants, ces 2 cartes sont attachées à s'en tenir au plan, pour pouvoir être jouées rapidement dans la partie. Par contre, c'est le truc auquel j'ai pensé soudainement il y a 30 secondes, Michael Maglen a accès à jouer le Ravigile de niveau 0 ou de niveau 3. Avantage de jouer le Ravigile, action rapide, dépensez une ressource, choisissez un soutien objet dans votre main et jouez-le, en payant son coût. Donc on revient à cette situation où vous avez repris 4 armes à feu dans votre main, il s'incline pas en plus, jouez le Ravigile, il vous dit, tu veux rejouer tes 4 armes, y a pas de problème, ça te coûte 0 action. Par contre, ça te coûte une ressource par arme à feu. Mais, une ressource par arme à feu, c'est ce que gagne potentiellement Michael Maglen en
d'un round. Donc voilà, vous dépensez les 4 ressources pour jouer, vous dépensez les ressources qui correspondent au coût de ces cartes. Prochain round, vous... Quand je me mets à parler plus lentement, c'est parce que soudain j'ai une idée. Prochain round, vous combattez un ennemi, vous lui tirez dessus avec vos 4 armes, vous avez regagné les 4 ressources de Joé. Et pour les autres ressources, tapez dans la fourmilière. Cherche un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus deck rencontre et générez-le engagé avec vous, au lieu de son lieu de génération normal. Ensuite, découvrez un indice dans votre lieu et gagnez X ressources, X étant la valeur de vie de cet ennemi, mélangez le deck rencontre. Donc, phase d'entretien, vous piochez votre faiblesse perso, vos armes sont remélangées dans votre deck. Alors soit vous aviez encore des armes en main, parce que si ce sont des cartes qui coûtent pas beaucoup d'XP, vous pouvez en avoir 2 exemplaires de chaque dans votre deck, soit vous trouvez des moyens pour les tutorer, pour les piocher, voilà. Et à un moment donné, début de votre tour, votre première action, vous jouez taper dans la fourmilière, vous allez chercher un ennemi, vous gagnez des ressources, vous activez en action rapide jouer le ravigile pour mettre en jeu 1, 2, 3, 4 armes, vous utilisez ces armes chacune une fois contre l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit mort, et comme ça vous récupérez des ressources pour remettre en place votre arsenal. Et, ah oui, justement, tiens, carte pour tutorer vos armes, Ami des bas-fonds, un événement truand qui coûte 0, trait faveur, personnalisable. Quand vous achetez Ami des bas-fonds, choisissez, inscrivez un trait sur sa fiche amélioration. Là, vous allez choisir Objet. Regardez les 6 cartes du dessus de votre deck. Pour chaque carte consultée ayant le ou les traits choisis, vous avez le droit de dépenser une ressource pour l'ajouter à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Donc, vous regardez 6 cartes du dessus de votre deck, mettons que vous y trouvez 3 armes à feu, les armes à feu sont toujours des objets, vous dépensez 3 ressources, vos 3 armes à feu sont dans votre main, début de votre tour, action rapide, vous dépensez 3 ressources, plus le coût de ces armes-là, paf, elles sont de retour en jeu. Par contre, chacune de ces opérations, c'est du coup en ressources. Bon, Michael Maglen gagne les ressources, avec donc sa réaction, je pense, en plus un style de deck que j'aime, donc j'ai tendance à avoir un biais en faveur de ça, je pense que ça serait une bonne idée de jouer Michael Maglen en style truand friqué. Je gagne plein de ressources, et quand j'en ai besoin, je dépense plein de ressources pour me refaire mon arsenal. Encore une fois, je vais faire le parallèle. Tony Morgan, je le joue en truand friqué, il accumule les ressources, à un moment donné il a potentiellement 20-25 ressources dans sa réserve, et là si nécessaire, il enchaîne 2 explosions de dynamite de suite, il dépense 10 ressources, mais il peut finir un ennemi comme ça. Et Michael Maglen, il n'a pas accès à l'explosion de dynamite, par contre, après avoir pioché sa faiblesse perso, peut-être qu'il dira j'ai 25 ressources en jeu, 3 ressources pour jouer le ravigile, 12 ressources pour payer mes armes, voilà, j'ai payé 15 ressources, mais je repasse immédiatement de j'ai plus d'armes à feu en jeu à j'ai 3 armes à feu en jeu. Voilà. Ça va suffire donc. Ah non, pardon, c'est une carte personnalisable. Donc, alors utile, le faire sur quelqu'un d'autre, bof. Polyvalent, pour 2 XP, vous choisissez un autre trait, bien évidemment arme à feu. Comme ça, quand vous regardez les cartes et que vous voyez une arme à feu, elle a le trait objet, elle a le trait arme à feu, et vous pouvez la mettre dans votre main sans dépenser une ressource. Je pense que vous n'êtes pas une ressource près. Stimulant, on s'en fout, ces armes à feu, vous n'allez pas les attribuer à des tests. Malin,
vous récupérez qu'une arme à feu en main, vous mettez les autres sur le dessus de votre deck, ça vous fait un peu d'économie de ressources, ouais, bof. Bof parce que mettre en jeu vos armes à feu plus rapidement, ça veut dire plus rapidement gagner plusieurs ressources par round avec la capacité de Michael. Bon. Prompt par contre, pour 2 XP, ça peut être intéressant parce que votre faiblesse, si vous la piochez pendant votre phase d'entretien, ça veut dire que quand votre tour commence, vous n'avez pas encore pu récupérer vos armes. Or, si pendant la phase du mid vous avez pioché un ennemi, début de votre tour, vous voulez rapidement vaincre cet ennemi. Et prompt, ça vous dit, vous êtes engagé avec un ennemi, pas de problème, en action rapide, vous tutorez vos armes, jouez le ravigile en action rapide, vous mettez en jeu vos armes, enfin vous les jouez carrément, et il vous reste toujours vos 3 actions pour combattre, et vous n'êtes pas encore pris, vous ne vous êtes pas pris d'attaque d'opportunité. Expérimenter, augmenter de 3 le nombre de cartes regardées. Si vous faites un deck avec beaucoup d'armes à feu, consultez 6 cartes, ça devrait suffire, surtout si la partie avance. Si la partie est très avancée, que vous n'avez plus que 6 cartes dans votre deck, qu'on vous fait mélanger 3 armes à feu dedans, et que parmi vos 6 cartes, il restait une arme à feu, imaginons, ça veut dire que parmi 9 cartes, vous avez 4 armes à feu. Mathématiquement, si vous consultez, vous avez donc maintenant une pioche de 9 cartes, 4 qui sont des armes à feu et 5 qui ne sont pas des armes à feu. Quand vous consultez 6 cartes, il y a forcément une carte arme à feu dedans. Donc autant en début de partie, consulter 6 cartes, ça peut ne pas suffire si vous êtes poissard. Plus tard dans la partie, 6 cartes devraient suffire. Et virtuose, pour 3 XP, vous avez le droit de jouer une des cartes ajoutées à votre main en payant son coût. La question ça va être, est-ce que vous avez joué le ravigile dans votre deck ou pas? 3 XP, pour ne pas avoir besoin de mettre cette carte qui est de niveau 0. Ça dépendra de ce que vous voulez faire de votre emplacement d'allié. Voilà, allez, maintenant, les cartes auxquelles il a accès. Les cartes truands jusqu'au niveau 3, toutes les cartes neutres, toutes les armes à feu et les cartes qui les mentionnent. Alors, les armes à feu, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a plein. Les cartes qui mentionnent les armes à feu, il y en a un certain nombre. Comme classique, il y a munitions supplémentaires de la boîte de base, voilà. Carte gardien de niveau 1 qui vous permet de mettre 3 pions munitions sur un soutien arme à feu contrôlé par un investigateur dans votre lieu, a priori vous. Et donc là on constate, j'y reviendrai plus tard pour la rubrique économie, vous payez 2, vous mettez 3 munitions sur une arme à feu, si ces 3 munitions vous les dépensez lors de 3 rounds différents, elles vous rapporteront 3 ressources. Donc vous aurez fait un bénéfice de 1 ressource. Voilà. Tant que j'y pense, je crois que j'ai oublié un truc. Je vais essayer de faire vite. Parce que, aujourd'hui c'est le vendredi de Pâques. Alors moi j'habite à Strasbourg, donc le vendredi de Pâques est férié. Là c'est le matin, voilà, il est quasiment 9h et cette vidéo doit être en ligne à midi. C'est très très improbable que j'y arrive, mais donc je vais pas trop m'attarder sur le montage, et dans cette vidéo là il y aura plus d'hésitation, je couperai les longs blancs, les longs silences, mais ça sera à peu près tout. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà, donc exemple de carte qui mentionne les armes à feu, munitions supplémentaires, ou alors il y a visée juste. Événement bicolore, gardien truand, qui est de niveau 1, lors de la prochaine action combattre que vous effectuez à ce tour en utilisant soutien à distance ou arme à feu, traitez chaque pion crâne, cultiste, tablette, chose ancienne ou échec automatique que vous révélez comme étant 1-0. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Voilà. Alors il y en a d'autres que je mentionnerai plus tard pour certaines. Et maintenant, enfin ça, c'est pertinent d'avoir cette
comment appeler ça, cette fenêtre, cette diapo, les cartes auxquelles il n'a pas accès, les cartes truands de niveau 4 et 5. Et, ah oui, je vais aussi rajouter un truc, tant que j'y pense. Hop, les cartes qui mentionnent les armes autres. Alors première chose, carte truand de niveau 4 et 5. Voilà. Il y en a quelques-unes quand même. On peut mentionner par exemple dédoublé, qui est de niveau 4, ça veut dire, avec lui, pas de combo dédoublé plus contrebande. Contrebande, ça vous permet de doubler le nombre de munitions ou de provisions sur un soutien. Et dédoublé, ça vous permet de doubler le doublement. Donc un truand autre, par exemple Tony Morgan, peut dire j'ai... Alors le Mauser, tiens je vois qu'il est là. 5 munitions. Voilà, Tony Morgan peut dire j'ai un Mauser en jeu avec 5 munitions dessus. Je joue contrebande, je double, donc il y a maintenant 10 munitions. J'utilise des doublés, je redouble, il y a maintenant 20 munitions. Et ça, Michael McGlenn ne peut pas le faire. Faux papier de niveau 4. Alors, trouver des indices en discutant, en faisant des tests d'intelligence de niveau 0, ça aurait pu être une solution intéressante pour trouver des indices pour Michael McGlenn, mais il n'a pas accès à la version de niveau 4. Série gagnante de niveau 4, une carte qui vous permet en une action de faire un bénéfice de cette ressource. Lui, il faudra qu'il utilise la version de niveau 2, qui fait faire un bénéfice de 5 ressources. Pas de trompe-la-mort. Voilà, trompe-la-mort, c'est la carte que je mets chaque fois que j'utilise l'obol pour Caron. Donc obol pour Caron, à la fin de chaque scénario, quand on reçoit de l'expérience, si on n'a pas été vaincu, on a 2 XP supplémentaires, mais si on a été vaincu, on est tué. Voilà. Et quand je veux faire un deck avec beaucoup d'XP, je mets l'obol pour Caron, et je vais mettre quelques cartes pour m'éviter d'être tué. Par exemple, trompe-la-mort, à jouer quand vous devriez être vaincu, on se désengage des ennemis, on défausse tout ce qu'il y a dans sa zone de menace, donc ça va être par exemple toutes les traîtrises qui s'installent dans la zone de menace, on se soigne, ce qui évite d'être vaincu, et on se déplace vers un lieu révélé sans ennemis, ce qui permet normalement de survivre encore un peu. Ensuite on termine son tour, on retire trompe-la-mort de la partie. Et moi je trouve que thématiquement, l'obol pour Caron ça aurait été sympa pour Michael McGlenn, en mode je fusille tout, je vais achever tous mes ennemis, je sais pas comment dire, je tue tous les ennemis, donc ils arriveront pas à me vaincre, donc je crains pas l'obol pour Caron, mais j'aurai pas accès à trompe-la-mort comme assurance vie. Ah oui, ça c'est un truc un peu à part. Donc les cartes qui mentionnent les armes autres c'est non arme à feu, tout à l'heure je vous ai parlé de se préparer au pire. Cherche un soutien arme, il n'y a pas accès. J'ai pas d'autres exemples de cartes en tête, mais voilà, là ce que je voulais mettre, cette mention-là, c'est vraiment l'idée, il a accès en dehors des cartes truands de niveau 0 à 3 qu'aux cartes armes à feu ou qui mentionnent les armes à feu. Si une carte, j'ai pas d'exemple en tête, mais peut-être qu'il sortira plus tard une carte disant allez chercher une carte dans votre deck, une arme dans votre deck et mettez-la en jeu, voilà, ça il n'y aurait pas accès. Si un jour sort un permanent qui dit toutes vos armes vous donnent un bonus en force supplémentaire de 1, il n'y aurait pas accès. Il faut qu'il y ait marqué arme à feu. Voilà, ça c'est une limitation. Et donc, oui, aussi, l'aventurier. L'aventurier, dans son texte, il a munition. Placer une munition sur un soutien. Il n'y a pas accès. S'il y avait placé une munition sur une arme à feu, il y aura accès. Voilà. C'est comme ça. Allez. Ah mince, je suis en train de me rendre compte, j'ai pas mis à jour ça. Alors. Hop, vous avez rien vu. La gestion des ennemis. Alors,
L'ordre de mes rubriques, des différents rôles, ça dépend de ce pourquoi l'investigateur est le plus taillé. Je pense que là, clairement, on a un investigateur qui incite à en faire un combattant. Donc on va d'abord voir la gestion des ennemis. J'ai mis les armes à feu. Bah oui, c'est évident, il va combattre avec des armes à feu. L'aide au combat avec les armes à feu, visée juste, tireur d'élite, indigestion plomb, munitions personnalisées, etc. Et la carte, dites votre prix. Évidemment, je ne l'ai pas mentionné, toute carte truand jusqu'au niveau 3 qui fait du combat, ça peut être intéressant pour lui. Mais vu sa réaction, vu ses règles de construction de deck, je pense que, à peut-être une ou deux exceptions près, on va faire tout son combat à l'arme à feu parce que c'est là où il est le plus efficace. Voilà, encore une fois la liste des armes à feu. Par exemple le 45 automatique en début de campagne, plus en force, plus un dégât, 4 munitions pour 4 ressources. Ah oui, pour rappel, donc il paiera 4 ressources, et si les munitions il les utilise au rythme d'une par round, il rembourse son arme. Le lance-flamme, il y a accès. Voilà, le lance-flamme c'est quand même super bourrin. Il y a accès. Voilà, vous combattez en ciblant l'ennemi engagé avec vous qui a la valeur de combat la plus élevée. Vous avez plus 4 en force, donc vous combattez à 9. Si vous réussissez, vous infligez un total de 4 dégâts répartis parmi les ennemis engagés avec vous. Voilà, le lance-flamme est une arme super efficace. Le Mauser C96 que j'ai déjà mentionné, c'est une arme qui vous fait gagner des ressources si vous réussissez assez largement. Vous payez 3 ressources. Si vous utilisez les munitions au rythme d'une par round, vous en gagnerez 5, donc bénéfice de 2. Et si, mettons... encore une fois, vous gagnez les ressources en dépensant les munitions, même si vous ratez les attaques. Et si vous réussissez les attaques de 2, vous avez des ressources supplémentaires. Donc disons que vous réussissez, soyons pas particulièrement optimistes, 2 attaques avec une marge de 2, vous payez 3, vous regagnez les 5, vous gagnez 5 ressources correspondant aux 5 munitions, vous gagnez 2 ressources additionnelles, ça vous fait moins 3, plus 7, vous faites un bénéfice de 4, en combattant vos ennemis. Voilà. Le fusil à canoncier, une arme qui vous incite à beaucoup booster l'attaque pour réussir de beaucoup, vous infligez 1 dégât par point de réussite. Bon, que de munitions. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, ça occupe qu'un emplacement de main. Donc vous pouvez, et surtout avec votre carte signature, vous pouvez dire, première main, 45 automatique, deuxième main, le Mauser, grâce à l'étui à violon, première main, le fusil à canoncier, et quatrième main, je sais pas moi, le Derringer, et comme ça, un petit ennemi avec un ennemi à 2 points de vie, avec, je sais pas moi, 3 ou 4 de combat, c'est le 45 automatique, un ennemi qui a que 1 ou 2 points de vie et une valeur de combat faible, le Mauser, comme ça vous augmentez vos chances de réussir de 2 et d'avoir une ressource supplémentaire. Et quand vous arrivez à un ennemi qui a 3 points de vie ou plus, le fusil à canoncier. Et vous utilisez à chaque attaque la meilleure arme possible. Alors dans cette boîte, il y a une arme truand de niveau 5, voilà, la Gatling. Moi en général c'est une arme que j'utilise pas ce genre d'arme. Vous avez 12 munitions, ok c'est énorme, mais vous dépensez les munitions par paquet, de 1 à 6. Vous avez plus en force plus X en force et vous infligez X dégâts, X c'est le nombre de munitions dépensées, et la difficulté c'est la somme des valeurs de combat. Allez, imaginons vous jouez le nom secret dans la campagne Le Cercle Brisé, vous avez 3 nuées de rats engagés avec vous, ils ont un total de 3 points de vie. Ah non, même pas, dans le nom secret, ils ont des bonus en points de vie.
Donc mettons que c'est au début, chacun a un bonus de plus 1 point de vie, donc un total de 6 points de vie, donc vous voulez faire 6 dégâts avec la Gatling, donc dépenser 6 munitions. Alors vous avez plus 6 en force, ok, donc vous combattez avec 11. La difficulté, c'est la somme des valeurs de combat, ils ont 1 chacun, donc ça fait un total de 3. Par contre, s'il y a, j'allais dire le petit salopio là, Bron Jenkins, il donne un plus 2 à chacun, donc ça fait que chacun passe à 3, ça fait une difficulté de 9, et par contre en une action vous pouvez tous les tuer. Oui, mais en une action qui a coûté la moitié de vos munitions. Je suis pas du tout fan de cette arme, mais elle existe. Le Mauser Tankgewehr M. Oula, mes années d'allemand sont loin. C'est 1900 Artzin, je crois. Bon, les germanophones corrigeront si nécessaire. Voilà le Mauser Tankgewehr. C'est une arme qui occupe les 2 emplacements de main. Ça fait combattre avec plus 5 en force et plus 3 dégâts. Problème, c'est que ça n'a qu'une munition. Voilà, il faut dépenser une action et incliner la carte pour la recharger. Et en plus, ce ne sont pas des munitions, ce sont des utilisations qui ont un autre nom. Je crois que sur le forum, j'avais mis plein de combos possibles avec cette carte. Non, ça ne marche pas. Cette carte-là, c'est une action pour tirer, une action pour recharger. Et j'ai quand même un petit doute. Je trouve que le terme obus est bizarre. Alors, je suis pas un expert en armes à feu, mais shell, moi, je pensais que c'était, je sais pas, cartouche ou... Donc, je vais regarder quand j'ai des doutes. Quand j'ai des doutes sur la traduction, je vérifie ici. Enfin, la traduction, la retranscription. Un obus, ok, ça me surprend. Voilà, je regarde donc Word Reference, c'est ma référence comme dictionnaire. Voilà, shell, c'est outer casing. Obus. D'accord, un projectile, c'est obus. Ok, moi je croyais que c'était l'enveloppe. Comment dire, c'était le cul de la munition. Voilà, il y avait le truc autour, et puis la balle, et là c'est percuté, et la balle, là c'est percuté, la poudre explose, et la balle part. Je pensais que c'était ça, shell. Enfin, pardon, que shell c'était l'ensemble. Mais bon, obus. Ok. Donc voilà, bon, bah, les armes à feu, vous ferez votre choix. Ce qui aide à combattre avec les armes à feu. Visez juste. Une attaque est super importante. Et vous dépensez, au lieu de tenter 2 attaques, au lieu d'utiliser 2 actions pour tenter 2 attaques, vous dépensez votre première action pour viser juste. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Et votre deuxième action pour une attaque qui est vraiment performante. Voilà, c'est l'attaque où vous mettez tout. Ça vous affranchit de l'échec automatique, des pires pions du chaos, et ça, les pires pions du chaos, je l'ai mentionné dans dans mes 2 dernières vidéos. Alors je vais, pareil, rapidement aller en chercher une. Allez, l'héritage de Dunwich, perdu dans le temps et l'espace. Voilà, mettons que vous jouez en expert. La tablette, c'est -5. Si Yogg-Sothoth est en jeu, il vous attaque après ce test de compétence. -5, c'est vraiment... comment dire, c'est vraiment puissant de passer d'un modificateur de -5 à un modificateur de 0. Et là, -x, x est le double de la valeur occulte de votre lieu. En cas d'échec, et si votre lieu est extradimensionnel, défaussez-le. Alors, je connais pas le scénario par cœur, mais mettons qu'il y a un lieu qui a une valeur occulte de 4, et vous avez un pion qui vous fait -8. Et notamment, ça c'est très bien pour attaquer avec le fusil à canoncier. Vous montez à une valeur élevée de compétence. Voilà, 5 de base, plus un allié, ça vous fait 6, vous attribuez maîtrise. À noter, tiens, j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure, vous n'avez pas accès à coup vicieux. Je pense pas que vous ayez accès à la moindre compétence qui augmente les dégâts d'une attaque. Bon. Mais voilà, vous donnez plein de bonus
vous attaquez avec le fusil à canoncier, vous dites « Je suis à 8 au-dessus de la difficulté. Oui, mais voilà, potentiellement... » Ah, j'ai fermé l'onglet. Potentiellement, je vais piocher un -5 et j'aurai seulement 3 de réussite. Enfin, pardon, un -5 à cause d'un pion spécial. Et visez juste dit, si vous piochez un pion spécial, vous le considérez comme étant un 0, et donc vous réussissez 2-8, et vous faites 6 dégâts en une seule attaque. C'est une bonne carte pour finir les ennemis de fin de scénario. Tireur d'élite. Alors une carte qui a pas dû avoir beaucoup de succès parce qu'elle a, sur la liste des tabous, elle a -1 XP. Carte de niveau 3 qui coûte 2. Réaction, quand vous utilisez une capacité combattre d'un soutien arme à feu, incliné tireur d'élite, choisissez une option ou les deux. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la deuxième. Pour cette attaque, utilisez la valeur d'évasion de l'ennemi attaqué au lieu de sa valeur de combat. Bon c'est tout bête, hein. Si votre ennemi a une plus faible valeur d'évasion que de valeur de combat, vous dites... alors une fois par round, parce qu'il faut l'incliner, vous dites je choisis la valeur qui m'est favorable. Et j'ai dit que je voulais faire la vidéo vite, mais je traînasse un petit peu, je vais quand même regarder les ennemis, hop, dans l'ordre de sortie. Allez, premier exemple tout bête, alors, Dévoreur de chair, il est dans le premier scénario, donc c'est peu probable d'avoir tireur d'élite, mais imaginons. Dévoreur de chair, avec tireur d'élite, vous dites, au lieu de combattre contre une difficulté de 4, je combats contre une difficulté de 1. Alors à noter, tireur d'élite, il n'y a qu'une utilisation par round, mais il n'y a pas de limite, vous pouvez avoir 2 copies de tireur d'élite. Alors, en tabou, c'est 2 fois 2 XP, sans tabou, c'est 2 fois 3 XP, ça commence à faire beaucoup d'XP, mais potentiellement vous grappillez des points de réussite. Alors, Nuée de Ra, c'est le contre-exemple, mais Agglomérat de sphère aussi, mais voilà, Serviteur du rôdeur, c'est 2 au lieu de 4, Horreur agrippante, c'est 2 au lieu de 3, Maniaque, c'est 1 au lieu de 3, enfin bref, je vais pas tous les faire. Ça va vous simplifier les combats contre certains ennemis. Munitions personnalisées. Ah tiens, j'ai eu un bug. Je m'attendais à voir amélioration personnalisée. Donc munitions personnalisées, un événement gardien de niveau 3 qui coûte 3. Amélioration ravitaillement béni. Rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à un soutien arme à feu contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Placez 2 munitions sur ce soutien, limite de 1 par soutien. Les attaques effectuées avec le soutien attaché infligent plus 1 dégât contre les ennemis monstres. Donc ça vous aide à combattre les monstres. Ça vous donne plus de munitions sur une arme particulièrement performante. Et encore une fois, capacité de Michael McGlenn, vous pouvez considérer que vous serez remboursé de 2 ressources. Et j'ai un petit doute là, pourquoi j'ai pas mentionné... Voilà, modification sur mesure. Ok, bon, je le rajoute là, donc modification sur mesure. Ça s'attache à un soutien arme à feu. Quand on révèle un pion KO non échec automatique alors qu'on attaque avec le soutien attaché, on incline modification sur mesure, on annule ce pion KO, on le remet dans la réserve du KO et on en révèle un nouveau. Donc ça limite les risques d'échec sur les attaques. Et puis on peut l'améliorer, hein. Plus de force additionnelle, intéressant sur sur toutes les armes, mais sur le Mauser pour avoir plus fréquemment la ressource supplémentaire. Sur le fusil à canoncier pour réussir plus largement et faire plus de dégâts d'un coup. Contrepoids bof, parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup d'améliorations qui mentionnent spécifiquement arme à feu. Ça bof. Alors ça, chargeur agrandi, après que des munitions ont été dépensées placées sur le soutien attaché par un autre événement, placez une munition sur le soutien attaché. Ça c'est du boost de recharge, et chaque munition c'est une ressource potentiellement, donc ça peut être intéressant.
Et balle en mercure, en cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, ou lorsque vous attaquez avec le soutien, en cas de réussite avec une différence de 3 ou plus lorsque vous attaquez avec le soutien attaché, cette attaque inflige plus un dégât. Bon bah il faut réussir largement, mais ça fait des dégâts supplémentaires, et vous pouvez prendre ça si vous attachez modification sur mesure au fusil à canoncier, et ça fait que si vous réussissez votre attaque de 6, vous faites un total de 7 dégâts. Voilà, et si vous avez mis munitions personnalisées et que l'ennemi est monstre, vous faites 7 dégâts en une attaque. Voilà. Chargé, prêt à tirer, c'est dans cette boîte, c'est un soutien permanent de niveau 3, soutien gardien, limite de 1 par deck, vos soutiens armes à feu qui ont utilisation munitions entrent en jeu avec une munition supplémentaire sur eux. Eh bien, vous faites un deck plein d'armes à feu, donc ça vous fera plein de munitions supplémentaires dessus. Ces munitions vous feront des ressources, et en plus, pour rappel la faiblesse, elle peut vous faire remélanger dans votre deck vos armes à feu et nécessiter de les reposer. Donc, si vous êtes dans la logique, j'ai simultanément 4 armes à feu en jeu, et quand vous jouez ces armes à feu, ça vous fait un total de 4 munitions gagnées. Quand vous les rejouez parce qu'elles ont été mélangées dans votre deck, ça fait de nouveau 4 munitions. Ça fait un total de 8 munitions par partie. Pour rappel, munitions supplémentaires, c'est 2 ressources et 1 XP pour 3 munitions. Et munitions supplémentaires, il faut le piocher. Chargé, prêt à tirer, c'est un permanent, il n'y a pas besoin de le piocher. Donc, je pense souvent un meilleur ratio munitions données par point d'XP, un meilleur bénéfice, parce que la carte n'a pas de coût. Munitions supplémentaires, c'est vous payez 2, puis plus tard vous regagnez 3. Cette carte-là, c'est vous payez 0 et vous pouvez sur la partie gagner 2, 3, 8 ressources. Donc très bon choix. Alors, est-ce que j'ai pas rajouté un truc ? Ah oui, dites votre prix. Je vais quand même mentionner que les cartes truands de niveau 3 max ont d'autres possibilités. Il y a des cartes truands de niveau 0 à 3 non armes à feu qui peuvent faire du combat ou des dégâts. Voilà. Moi, je vous laisserai regarder. Il faut quand même mentionner bien évidemment Delilah O'Rourke. Elle booste votre force et elle vous permet en action rapide de faire des dégâts. Alors, probablement, comment dire ça ? Si vous faites un deck truand friqué, ça vous intéresse de dépenser vos munitions pour gagner des ressources, mais si vous pouvez achever un ennemi en action rapide sans avoir besoin de réussir un test, voilà, c'est quand même bon à prendre. Voilà, dites votre prix. C'est maintenant que j'en parle. Voilà, dites votre prix. Il faut avoir un investigateur qui est criminel ou mondain. Michael Maglen est criminel. C'est un événement de niveau 2 qui coûte 20. C'est la nouvelle carte la plus chère du jeu. En ressources, 20. Discussion, infligez 10 dégâts à un ennemi dans votre lieu. 5 dégâts à la place si c'est un ennemi élite. Retirez, dites votre prix de la partie. Cette carte est monstrueusement chère. Mais c'est une discussion, ça provoque pas d'attaque d'opportunité. Ça fait 5 voire 10 dégâts. Alors 10 dégâts, je sais pas si ça sera souvent le cas parce que un ennemi non élite qui a 10 points de vie, ça doit pas être fréquent. S'affranchir d'avoir à réussir une attaque, c'est un truc qu'on fera plutôt contre un ennemi super bourrin, enfin difficile à combattre, donc plutôt élite. C'est à usage unique, mais encore une fois je fais le parallèle avec
Tony Morgan, je crois que je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, Tony Morgan, en fin de scénario, quand il a accumulé 20, 25 ressources, et ben moi des fois je fais une double utilisation d'explosion de dynamite. Je paie 10 ressources et je fais 2 fois 3 dégâts. Michael Maglen n'a pas accès à l'explosion de dynamite, mais il a accès à cette carte-là. Donc vous le jouez en truand friqué, vous êtes à la fin du scénario. Alors est-ce que je peux donner un exemple de scénario qui date un petit peu, pour pas trop spoiler? Je vois pas trop d'exemples. Bon, c'est pas tout proche, mais comment il s'appelle, le flûtiste? Voilà, allez, prenons l'exemple du flûtiste d'Azathoth. Un ennemi élite, il est 5-7-2. Alerte chasseur riposte. Bon, voilà. Il a 7 points de vie. Il a 5 de valeur de combat. Il a alerte, donc on veut pas tenter les évasions à la légère. Il a riposte, donc on veut pas trop rater son combat. Mettons que vous êtes à la fin du scénario, vous devez absolument le vaincre. Et ben, vous faites une attaque avec une arme à feu. Vous utilisez relation influente. Ah tiens, je l'ai pas encore mentionné, relation influente. Oui, voilà. Vous faites un deck truand friqué. Bon, bah vous mettez relation influente. Hein. Action rapide, incliné, relation influente. Vous gagnez +1 votre valeur de compétence pour ce test pour chaque groupe de 4 ressources que vous possédez. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Vous avez 20 ressources. Vous faites une attaque contre le flûtiste en utilisant relation influente. Vous donnez donc un +5. Vous êtes à 10 contre 5, plus vos autres bonus. Vous attaquez, mettons même avec le 45 automatique, vous faites 2 dégâts. Il lui reste 5 points de vie. Vous avez 20 ressources. Et ben vous jouez, dites votre prix. Vous faites 5 dégâts, hop, il est vaincu. Il part dans un pile de victoire, il vous donnera 2 XP de plus, et voilà. Donc c'est excessivement cher, mais si vous faites un deck truand friqué, cette carte-là, moi je pense, j'en mets un exemplaire. Parce que c'est la carte que je vais garder dans ma main jusqu'à la fin, et à la fin, c'est... je dois tuer cet ennemi, et ben je prends pas de risque, je dépense toutes mes ressources, de toute façon, s'il est vaincu, la partie est finie, et voilà. Il y a aussi un point très important, c'est une discussion, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, donc prenons un scénario, je pense par exemple au premier scénario du cercle brisé, il y a un ennemi à vaincre pour mettre fin au scénario, mais vous êtes engagé avec 1, 2, 3 autres ennemis. Si cet ennemi que vous devez vaincre est dur à vaincre, vous pouvez rater votre attaque. Et dans ce cas-là, bah, il faut retenter, et potentiellement il a riposté, et voilà. Si vous utilisez une carte comme explosion de dynamite, de niveau 0, alors carte encore une fois, à laquelle Michael Maglen n'a pas accès, et ben, une carte non-combat qui fait des dégâts, elle provoque des attaques d'opportunité. Là, on a une discussion, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Donc vous pouvez vous dire, même si je suis engagé avec 5 ennemis, je peux faire autre chose qu'une attaque sans me prendre d'attaque d'opportunité, et une fois l'ennemi vaincu, le scénario est terminé, je m'en fous d'être engagé avec des ennemis. Voilà. Alors, le petit problème qu'aura Michael Maglen, c'est pour certains ennemis, j'ai pris l'exemple du poltergeist, ne peut pas subir de dégâts, sauf par les cartes sort, relique ou rencontre. Voilà. Et ben, comme on est fortement incité à faire tout le combat avec les armes à feu, quand on a un ennemi qui demande d'être blessé par un sort ou une relique, si un ennemi qui est plus fragile aux armes de mêlée, et ben Michael Maglen va être un petit peu embarrassé.
et c'est pour ça que, voilà, c'est là, il peut quand même être intéressant parmi ces cartes-là, d'en prévoir une ou deux en secours, si vous savez que vous faites une campagne dans laquelle il y a des ennemis qui ont des restrictions. Je pense par exemple au Riastrad. Riastrad. Hop, je vais chercher. Voilà. Riastrad, c'est un sort. Combattre, quand vous initiez cette attaque, ajoutez jusqu'à 3 pions maudits à la réserve du chaos. Pour chaque pion maudit ainsi ajouté à la réserve du chaos, vous gagnez plus en force et infligez plus un dégât pour cette attaque. Voilà. Et à noter un petit truc, une carte qui aurait pu être intéressante pour Michael McGlenn pour ce genre de cas, c'est enchanter une arme, attacher cette carte à un soutien arme, blablabla, le soutien gagne le trait relique. Mais, comme je mentionnais tout à l'heure, problème, il y a marqué un soutien arme, pas un soutien arme à feu, donc Michael McGlenn ne peut pas mettre ça dans son deck. Par contre, si vous jouez en duo et que l'enquêteur du groupe a accès à enchanter une arme, c'est une très bonne idée de lui dire, tu prends un exemplaire de cette carte, et comme ça je me fais un 45 automatique enchanté ou un Mauser C96 enchanté pour vaincre les spectres. Voilà. Alors le gain d'indice. J'ai bien spécifié pas lui-même. L'enquête à l'agilité, trousse de cambrioleurs dérobés, etc. L'achat d'indices, rapport des services de renseignement, Lola Santiago, etc. Relation influente de niveau 3, plus suivi ou d'autres trucs. Alors lui, il a que 1 en intelligence. Donc, à moins qu'il ait lampe torche et que le lieu ait une valeur occulte de 2 ou moins, ça va être dur. Hein. Par contre, parmi toutes les cartes truands qui permettent de l'enquête et de l'indice, on en a certaines qui vous font enquêter à l'agilité. Par exemple, la trousse de cambrioleur. Donc vous enquêtez soit à l'agilité, soit à l'intelligence, et si vous réussissez, vous gagnez une ressource. Version de niveau 3. Vous choisissez quelle compétence vous utilisez, vous avez un bonus de plus 1. Donc pour rappel, lui de base il a 3 en intelligence. Et si vous réussissez de 2 ou plus, vous gagnez 2 ressources. Dérober, un événement qui coûte 4, vous enquêtez avec votre agilité, si vous réussissez, vous avez 2 indices supplémentaires. Version de niveau 3, si vous réussissez de 2 ou plus, vous renvoyez la carte dans votre main à la fin du tour. Alors, la réussite de 2 ou plus lors d'une enquête pour Michael McGlenn, c'est peu probable si vous n'avez pas des bonus autres, en plus des cartes d'enquête. Pour l'achat d'indices, il y a le classique rapport des services de renseignement. Vous payez 2, 4 ou 6 pour trouver un indice dans votre lieu, ou 2 indices dans votre lieu, ou un indice dans un lieu jusqu'à 2 connexions de distance, ou 2 indices dans un lieu jusqu'à 2 connexions de distance. Bon, faut avoir les ressources. Lola Santiago, alors déjà elle vous booste, intelligence et agilité. Donc vos enquêtes avec la lampe torche et vos enquêtes avec la trousse de cambrioleur. Action rapide, inclinez Lola Santiago et dépensez X ressources, découvrez un indice dans votre lieu, X est la valeur occulte de votre lieu. Et pour rappel, au cas où vous en auriez jamais entendu parler, il y a la combo avec la lampe torche. Vous initiez une enquête avec la lampe torche. Pendant toute la durée de l'action, la valeur occulte du lieu baisse de 2. Et dans une des fenêtres d'action rapide de ce test de compétence, vous utilisez Lola Santiago. Donc si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 2, vous dites j'enquête à la lampe torche, hop, avec Lola Santiago, j'achète un indice gratuitement, vu que maintenant la valeur occulte est de 0, je fais mon test de compétence, je fais mon test d'enquête, je suis à 2 contre 0,
je sais pas moi, je pioche le -8, j'ai réussi. Tapez dans la fourmilière, j'en ai parlé tout à l'heure, vous allez chercher un ennemi, vous le mettez en jeu, engage avec vous, vous avez un indice, vous gagnez des ressources, et puis bah maintenant faut le combattre, voilà. Ce qui ne devrait pas être trop dur pour vous. Pourquoi j'ai mis cette carte là? Ah oui, il a une réaction qui lui fait gagner des ressources, donc ça incite à faire un... Enfin, moi ça m'incite à faire un deck truand friqué, parce que j'aime beaucoup ce style. Donc dans son deck je mets relation influente, et donc j'ai des bonus sur... j'ai des bonus sur tous mes tests de compétences quand je le souhaite, une voire 2 fois par round. Par exemple pour suivi. Choisissez un ennemi dans votre lieu, vous gagnez +1 en intelligence pour cette enquête pour chaque dégât sur l'ennemi choisi, jusqu'à un maximum de +5 intelligence. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité de la part de l'ennemi choisi. Point important, de la part de l'ennemi choisi. Ça peut en provoquer de la part des autres. Mais, dans un deck Michael Maglen, ça va vous donner... mettons que vous êtes dans un lieu. Mettons que vous jouez en solo. Non, mauvais exemple. Bon. Mettons vous jouez en solo. Vous êtes dans un lieu qui a 3 indices. Première action de votre tour, vous jouez taper dans la fourmilière. Vous mettez en jeu, un petit ennemi. Grâce à taper dans la fourmilière, vous avez un indice. Deuxième action, vous attaquez l'ennemi de sorte à le blesser, mais sans le tuer. Donc mettons vous avez pris un ennemi qui est 3-3-3, vous faites une attaque pour lui infliger 2 dégâts. Ok. Au passage, vous gagnez une ressource. Troisième action, vous jouez suivi, vous gagnez +2 en intelligence vu que vous avez fait 2 dégâts à l'ennemi. Si vous réussissez, vous avez 2 indices. Bon voilà, vous avez les 3 indices de votre lieu. Alors par contre, vous avez dépensé 3 actions, il y a toujours un ennemi engagé avec vous. Et c'est peut-être là que vous allez utiliser Delilah O'Rourke. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur les indices. Cette vidéo est super longue, bon, tant pis. L'économie, et c'est là qu'il faut que je rafraîchisse. Ah non, je l'ai déjà fait, voilà. J'ai rajouté ça. Donc l'économie, la capacité de Michael Maglen, le gain d'action classique des truands, le gain de ressources classique des truands, la carte receleur, tout ce qui donne des munitions pour un coût inférieur à une ressource par munition, je l'ai déjà évoqué, la Thompson 45 du niveau 3 de gardien, étui pratique, tueur à gages, Robert Castaigne, etc. Et enfin, un gros bonus, par exemple avec relation influente, plus Grégory Gris, Michael Maglen, il gagne des ressources en utilisant ses armes à feu. Ok. Donc c'est du gain de ressources. Le gain d'action classique des truands, Léo De Luca, une action supplémentaire par round. Donc déjà c'est du gain d'action. Et si ça vous permet de faire un tir de plus, c'est une ressource de plus. Pareil pour hâte, vous faites 2 actions de suite identiques, par exemple 2 actions de combat, vous en avez une troisième maintenant, voilà, d'affilée. Si vous avez combattu avec vos armes à feu, a priori vous avez gagné des ressources. Une ressource de plus. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, voilà. Le gain de ressources. J'ai commencé par cible facile. C'est une carte myriade, vous en mettez 3 dans votre deck, vous les accumulez en main, et quand vous avez les 3, vous jouez les 3 pour une seule action, et ça vous fait pour une action 6 ressources et 3 cartes. Série gagnante de niveau 2, pour une action, vous faites un bénéfice de 5 ressources. Il faut déjà avoir 5 ressources. Alors, receleur, pourquoi je mentionne cette carte-là? Un soutien de niveau 1 qui coûte 3, trait, relation et illicite, réaction, quand vous jouez une carte illicite lors de votre tour, inclinez le receleur, la carte illicite gagne rapide. Si elle avait déjà rapide, réduisez de 1 son coût à la place. Alors, la carte illicite gagne rapide, vous économisez une action. Si elle était déjà rapide, vous économisez une ressource.
Or, les armes à feu qui sont illicites, il y en a un paquet. De mémoire, quand on cherche arme à feu, on a 41 réponses. Arme à feu illicite, on a 24 réponses. C'est à peu près toutes les armes à feu de truands. C'est aussi la Thompson 45 de gardien, ce qui est intéressant à savoir. Mais donc, si vous jouez vos armes à feu progressivement, receleur fait qu'à chaque reprise, vous économisez une action. Qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, receleur, et à noter, donc receleur a le trait illicite, vous avez plein d'armes qui ont le trait illicite. Vous pouvez envisager, j'oublie toujours le nom de cette carte, j'en confonds deux, de mettre dans votre deck marché clandestin. Alors là, je l'ai déjà mentionné, il y a ce truc qui est un petit peu bizarre. Dans le constructeur de deck, on a une carte de niveau 2 qui est exceptionnelle. En liste des tabous, elle coûte 2 XP de plus. Pour moi, ça veut dire niveau 2, ça fait 2. Exceptionnel, ça fait x2, donc ça fait 4. Et tabou, ça fait plus 2, donc ça fait 6. Le constructeur de deck considère visiblement que c'est 2 plus 2, et tout ça x2. Donc, de mon point de vue, le constructeur de deck d'Arkham DB surestime de 2 le coût en XP de cette carte. Voilà. Maintenant, concrètement, cette carte, elle vous donne un deck illicite de 10 cartes, et au début de chaque tour, pour une ressource, vous pouvez prendre une des 2 cartes du dessus du deck et la mettre dans votre main. Et donc, alors, ça sera à considérer soigneusement, mais pour Michael McGlenn, ce deck illicite, ça peut quasiment être un deck arme à feu. Et marché clandestin, c'est un permanent, ça s'active à chaque tour. Donc si dans cette pioche-là, il y a 10 armes à feu illicites, ça veut dire, voilà, au début de votre tour, début du premier tour, vous révélez 2 cartes, et pour une ressource, vous mettez dans votre main une arme à feu. Vous n'avez plus le souci de vous demander, est-ce que je vais piocher mes armes à feu? Vous savez qu'à chaque tour, pour une ressource, vous en avez une nouvelle. Voilà. Et ça vous simplifie toutes les questions sur le tutorage. Pas besoin de mettre de sac à dos, parce que vous avez votre deck arme à feu. Vous regrettez pas de ne pas avoir accès à se préparer au pire. Voilà, vous ne vous souciez pas de la première pioche des armes. Il y a toujours le problème de la faiblesse confiscation. Mais même dans ce cas-là, vous dites, au fil des tours, j'ai pris... C'est un truc que j'aurais dû mentionner en conclusion, ça. Bon. Enfin voilà, donc vous jouez plein de cartes illicites et vous avez, grâce à receleur, de l'économie d'action et potentiellement de ressources. Parce que, pour rappel, vous pouvez aussi mettre 2 copies de receleur et vous activez les 2 simultanément. La première fait gagner rapide, la deuxième fait baisser le coût d'une ressource. Et le fait d'avoir la certitude de piocher ces armes dans votre deck illicite, dans votre deck marché, ça fait que vous économisez les actions de pioche et de tutorage. Alors, ah oui, ça j'ai pas donné d'exemple, mais tout ce qui donne des munitions à moins de 1 ressource par munition, quelqu'un mentionnait, je sais plus trop où, quelqu'un mentionnait, je sais pas, peut-être sur la page de Michael McGlenn, non, c'est pas ça, le Luger. Le Luger, il coûte 2, il a 2 munitions, donc déjà c'est une arme à feu qui va se rembourser tout pile. On combat en action rapide, donc action rapide, je tente un combat, ça fait qu'un dégât, mais c'est pas gênant parce que c'est en action rapide. J'ai dépensé une munition, donc je gagne une ressource. Et pour une action et une ressource, je reconstitue les munitions et je redresse. Donc, je paye 2, moins 2. Je tire 2 fois sur 2 rounds différents, plus 2. Ça fait
bilan de 0. Je dépense une ressource. Je fais un bilan de -1, je mets 2 munitions dessus, qui vont me donner 2 ressources, et qui auront un bilan de +1. Donc, on va dire le chargeur initial, jouer la carte et utiliser ces 2 munitions initiales, ça fait un bilan de 0 ressources, et chaque fois je dépense une action pour recharger, et ensuite j'utilise ces 2 armes, ça fait un bénéfice de 1 ressource. Voilà, ça fait un léger bénéfice. Le Colt 32 de niveau 2, on paye 2, on a 6 munitions, bénéfice jusqu'à 4 ressources. Action rapide, on dépense une ressource, on le remonte dans sa main. Et ensuite on pourra le rejouer. Donc, on paye 2, on gagne 6, bénéfice de 4, ensuite on paye 3, 1 pour le remonter, 2 pour le rejouer, et on gagne 6. Donc, encore une fois, première utilisation du chargeur, bénéfice de 4, puis ensuite bénéfice de 3 à chaque fois. Alors, bénéfice maximum, hein. Si le Colt 32 vous videz son chargeur en un tour, il ne vous rapporte qu'une ressource. Et la Thompson 45 gardien de niveau 3, eh ben vous dépensez 6, 5 munitions qui vont vous rapporter 5 ressources, mais si en plus vous échelonnez la dépense des munitions, ça peut être jusqu'à 5 ressources de plus, pour une arme qui vous donne quand même un bonus intéressant. Et chargé prêt à tirer, eh ben ça va être très dépendant du nombre d'armes à feu qui entrent en jeu pendant la partie, mais la carte vous a coûté 0 ressources, et elle peut vous faire un bénéfice de 1, 2, 8 par scénario. Étui pratique, tueur à gage, Robert Castaigne. Alors, étui pratique, vous choisissez un soutien arme à feu qui occupe un seul emplacement de main, vous l'attachez à l'étui pratique, ou vous l'échangez avec l'arme à feu qui était attachée. Cette arme à feu n'occupe pas d'emplacement de main. Donc, 2 emplacements de main, votre étui à violon, étui pratique, vous en êtes à 5 emplacements de main. Et donc, action rapide, incliner l'étui pratique, effectuer une action combattre sur le soutien attaché sans payer son coût d'action. Et ben donc vous avez une action supplémentaire pour tirer avec une arme à feu. Donc une action supplémentaire, déjà ça, gain d'action. Et comme vous tirez avec une arme supplémentaire, si elle est différente des autres armes utilisées jusqu'à présent, c'est une ressource de plus grâce à la capacité de Michael. Le tueur à gage, après qu'il entre en jeu, attachez-lui un soutien illicite de votre main. La carte est considérée comme étant en jeu sous votre contrôle. Et concrètement, vous choisissez une arme à feu. Action rapide, inclinez le tueur à gage et dépensez une ressource. Résolvez une capacité d'action du soutien attaché sans payer son coût d'action. Résolvez cette capacité avec une valeur de compétence de base de 4. Donc on part du principe que c'est une arme à feu. Ça pourrait aussi être la trousse de cambrioleur. Si c'est une arme à feu, au lieu de tester avec une valeur de base de 5, vous testez qu'une valeur de base de 4. C'est pas une grosse perte. Alors ça vous coûte une ressource, mais ça vous fait économiser une action, et la capacité de Michael Maglen vous rembourse la ressource. Voilà. Et Robert Castaigne. Alors là j'ai pris la version de niveau 4. Donc un allié qui coûte 3, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Vous avez plus en force, toujours bon à prendre. Action rapide, inclinez Robert Castaigne, combattre, révélez de votre main un soutien arme à feu qui occupe un emplacement de main ou moins, résolvez une capacité combattre du soutien révélé en ignorant tous les coups, notamment le coup d'action. Ensuite, vous avez le droit de soit défausser le soutien révélé pour piocher une carte, soit de jouer ce soutien en payant son coût. Alors, vous gagnez une action pour combattre. Première chose, première économie d'action. Encore une fois, capacité de Michael Maglen, ça peut vous rapporter une ressource. Si vous avez choisi une arme que vous avez déjà en jeu et dont vous ne voulez pas une deuxième copie, vous la défaussez pour piocher. Par exemple pour piocher une arme que vous n'avez pas encore en jeu.
soit vous jouez le soutien. Et dans ce cas-là, vous économisez une action jouée. À noter, vous jouez ce soutien en action rapide, ce qui veut dire aussi que vous ne vous prenez pas d'attaque d'opportunité. Ok, je lisais donc le truc de la FAQ. Et voilà, donc c'est de l'économie d'une voire deux actions. Et ça permet aussi de contrer la faiblesse. Toutes les armes ont été remélangées dans votre deck, vous les piochez progressivement, et Robert Castaigne vous dit action rapide, je combats avec une arme de ma main, puis je la joue, j'ai une arme de plus en jeu. Voilà. Et donc, la conclusion. La conclusion, on a un combattant, 5 de force, truand. Alors il n'a pas accès à toutes les cartes truand, mais il a accès à toutes les armes à feu et toutes les cartes qui interagissent avec les armes à feu du jeu. Voilà. Donc on est vraiment sur un... C'est pas simplement un combattant, c'est un tireur. Je l'ai mentionné, les armes à feu ne peuvent pas tout vaincre, de la même façon que si on n'a que des armes de mêlée, on peut être gêné. Bon. Son 1 en intelligence, il faudra le contourner. Il fait du gain de ressources, ça peut motiver à faire un deck truand friqué, style de deck que j'adore. Pour un truand friqué, je pense pas qu'il lui manque de cartes fondamentales. Il a accès à relation influente de niveau 3, il a accès à emprunt peu scrupuleux. Ah, j'ai oublié un truc. Pardon, juste avant la conclusion. Relation influente. Je mettrai... Bon, dans l'index temporel, j'essaierai de clarifier ça. Relation influente et Grégory Gris. Donc, relation influente, quand vous avez plein de ressources, ça vous donne de gros bonus. Et Grégory Gris, il vous dit, réaction... Alors, il entre en jeu avec 9 ressources sur lui. Réaction, quand vous initiez un test de compétence, dépensez jusqu'à 3 ressources de Grégory Gris. En cas de réussite avec une différence au moins égale à ce montant, gagnez un nombre équivalent de ressources. Mettons, c'est le début de la partie. Vous avez en jeu un 45 automatique, relation influente de niveau 4 et Grégory Gris, vous avez 0 ressources. La nuée de rat a une valeur de combat de 1. Michael Glenn, il a 5. Son 45 automatique lui donne 1 plus 1, il a 6. Il combat à 6 contre 1, donc il a plus 5. Et il va se dire, premier scénario de la campagne, début, je joue en standard, allez, je m'attends à piocher 1-2, je suis à 5 au-dessus de la difficulté, je m'attends à piocher 1-2, je m'attends à réussir 2-3. Donc, on dépense 3 ressources de Grégory Gris, on fait le test. Alors déjà, on attaque, donc en dépensant la munition, une ressource gagnée pour Michael Glenn. On fait le test, on pioche un -1, c'est réussi de 4. On gagne les 3 ressources de Grégory Gris, on a maintenant 4 ressources dans la réserve. Et donc, on a un bonus de +1 désormais avec relation influente, qui pour le moment n'est pas incliné, qui n'est pas utilisé. Ensuite, je sais pas moi, vous faites un tapez dans la fourmilière, c'est gratuit, vous allez chercher un ennemi qui ce coup-ci est 2-2-2. Voilà, vous allez chercher, vous trouvez parmi les 9 premières cartes un ennemi qui est 2-2-2. Vous avez allez, mettons même, vous attaquez encore avec le 45 automatique. Donc c'est du combat à 6 contre 2. Mais vous avez la possibilité d'utiliser... Alors, je disais donc, vous êtes à 6 contre 2. Mais vous avez 4 ressources. Donc vous utilisez relation influente. Vous passez à 7 contre 2. Vous faites la même chose, vous misez 3 ressources de Grégory Gris.
Allez, mettons que ce coup-ci, votre chance continue, vous piochez 1 - 2, donc 7 - 2, 5. 5 par rapport à 2, vous réussissez de 3. Vous reprenez les 3 ressources de Grégory Gris. Vous avez 9 ressources, j'ai oublié de compter taper dans la fourmilière. En jouant taper dans la fourmilière, vous avez gagné 2 ressources parce que l'ennemi avait 2 points de vie. Donc 4 ressources de la munition et de Grégory Gris, 2 ressources de taper dans la fourmilière, vous réussissez de 3, 3 ressources de Grégory Gris, phase d'entretien, 10e ressource. Ça veut dire qu'au round suivant, avec 10 ressources, vous avez un bonus de 2 pour relation influente, vous pouvez payer 2 ressources pour le redresser, et vous avez de nouveau un bonus de 2. Et alors au fil de la partie, vous allez de temps en temps dépenser des ressources, vous allez gagner des ressources avec vos dépenses de munitions. Votre bonus de relation influente va augmenter, et donc potentiellement il y aura un moment dans la partie où vous direz maintenant quand j'utilise la réaction de Grégory Gris, je dépense les ressources 4 par 4, 5 par 5, voilà. Et potentiellement à un moment donné, vous faites une grosse attaque avec le fusil à canoncier, plus visée juste, plus maîtrise, plus relation influente, et vous dites, bon allez, grâce à visée juste, je ne crains pas l'échec automatique, je me suis mis un super bon bonus, je suis à, 12, voilà, je suis à 12 au-dessus de la difficulté, voilà, je suis à 12 au-dessus de la difficulté, je croise les doigts pour pas piocher le -4, mais si je pioche n'importe quoi d'autre que le -4, je réussis de 9, et donc je dépense d'un coup les 9 ressources de Grégory Gris, et si effectivement vous piochez, mettons le -3, réussite de 9, et hop, 9 ressources d'un coup. Voilà, et donc je reviens à ma conclusion. Un truand taillé pour le combat avec les armes à feu, qui, au fur et à mesure que le pool de cartes grandira, aura de plus en plus de soutien pour ses armes à feu. Imaginons un truc improbable, il y a une carte chercheur de niveau 5 qui a arme à feu dans son texte, et Michael Glenn y a accès. Voilà, donc un deck truand friqué, deck avec relation influente. Comme je le mentionnais tout à l'heure, je pense que marché clandestin, ça peut être très intéressant pour se simplifier la vie sur le tutorage des armes à feu. Pour contrer confiscation, il est conseillé d'avoir dans son deck des armes qui permettent soit de tutorer avec Ami des Bas-Fonds, et ou de rejouer rapidement ces armes avec Zoé le Ravigile, ou voilà, Zoé le Ravigile pour sa version niveau 3, pour jouer en action rapide ses armes à feu, ou Robert Castaigne, d'abord on combat en action rapide, puis on joue son arme à feu. Si on fait un deck truand friqué qui accumule les ressources, tant qu'à faire, on met une copie de Dites votre prix dans le deck. Je suis en train de me dire qu'il y a certains truands qui ont la capacité, alors il faut les ressources, de dédoubler Dites votre prix. C'est amusant comme idée. Et si vous le... tiens, je vais chercher tant que j'y pense. Ah oui, je crois que la recherche, par contre, c'est le truc que j'avais remarqué en préparant la vidéo. J'ai l'impression que la recherche, pour cet investigateur-là, ne marche pas. Voilà. Si vous en faites un spécialiste du combat et que vous savez qu'il y a des ennemis type Spectre ou Geist dans votre campagne, faudra probablement chercher à voir... Ouais, non, ça marche pas du tout.
Ça ne marche pas du tout. Avoir une carte qui a le trait sort ou relique. Comment ça? Je trouve rien, c'est bizarre ça. Pourquoi il trouve? Ah oui, pardon. Voilà, fait une faute de... rapidement, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, je pense qu'il n'y a que Riastrad. Hein. Bon. Voilà, donc, investigateur que je trouve intéressant. J'ai un brouillon de deck, mais en cours. Voilà, le problème, c'est que la volonté... Enfin, je l'ai dit plusieurs fois, moi j'ai tendance à faire des decks qui vont à fond dans une mécanique. Et ben là, on le voit tout de suite. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Un deck avec 9 armes à feu différentes. Bon, c'est excessif, donc il faudra que je continue à réfléchir là-dessus. Bon, j'en suis à 1h50 d'enregistrement, ça veut dire qu'il va me falloir une demi-journée pour monter, et cette vidéo est censée être en ligne, elle est dans 3 heures. Bon, donc je m'arrête là. Demain c'est Gloria Goldberg. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.